Bonsoir Laurent Wauquiez, merci d'être l'invité de BFM TV ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça ne vous dérange pas si j'intitule cette interview « Un chef de parti ne devrait pas dire ça ». Eh bien moi, ce que je vais essayer de vous montrer, Madame Routel-Krief, c'est qu'un chef de parti devrait avoir le droit de dire ça. Allons-y. C'est-à-dire que vous assumez ce soir les propos qui ont été diffusés, enregistrés pendant votre dialogue avec les étudiants de l'EM Lyon. Si vous me le permettez, puisque vous me donnez la possibilité, après 4 jours de déchaînement médiatique totalement surréaliste, de pouvoir répondre, je voudrais d'abord remettre les choses un minimum en perspective. Les méthodes auxquelles se sont livrés un journaliste sont des méthodes de voyous. Et je pèse mes mots. Il s'est livré à une manipulation et a tendu une embuscade. Je donnais des cours à une trentaine d'élèves dans une enceinte privée. Il n'a pas fait un travail d'enquête. Il a contacté les élèves en amont, manipulé l'un d'entre eux pour le convaincre d'enregistrer ses propos dans mon dos et à mon insu, pour ensuite en sortir ces extraits dans une rupture totale du contrat de confiance que j'avais avec les élèves. Je vais vous répondre là-dessus avant que vous ne poursuiviez, puisque la réponse des journalistes du quotidien précise qu'aucun étudiant n'avait signé d'accord de confidentialité avant votre cours et qu'ils n'ont évidemment versé pas aucun centime pour cela. Par ailleurs, ils pourront toujours plaider cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qu'une prise d'image et de son ne peut faire l'objet d'une condamnation lorsqu'elle se fait dans l'intérêt du public. Et on peut plaider que c'est l'intérêt du public de mieux vous connaître, de savoir qui vous êtes réellement, parce que c'est sans doute la question, Laurent Wauquiez. Madame Routel-Krief, c'est donc ça maintenant, la conception de la déontologie du journalisme? Enregistrer quelqu'un à son insu, sans même qu'il en soit alerté? Il y a eu récemment cet article de l'Hebdo sur Nicolas Hulot, sur lequel vous-même, un certain nombre de vos confrères avaient réagi, en disant que vous considériez que ça n'était pas compatible avec la déontologie du journalisme. J'aurais aimé entendre les mêmes propos et les mêmes interrogations, au moins, consistant à se dire, est-ce que ça, c'est devenu ce que nous voulons pour le journalisme de demain? En tout cas, c'est pour cette raison, et je le dis très simplement, que j'ai décidé de porter plainte et de saisir le CSA. Je ne suis pas venu ici pour vous annoncer ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle du reste. De ce que ça révèle, de la détermination qui est aujourd'hui la mienne. Mais je veux aussi que les choses soient claires. Ça, ce sont des méthodes de voyous, et ça n'a rien à voir avec ce que je crois être la déontologie du journalisme. Nous, ce qu'on veut maintenant savoir, c'est qui vous êtes exactement, Laurent Wauquiez, parce que vous êtes le chef de l'opposition, potentiellement candidat à la présidentielle, et c'est normal qu'on s'intéresse à ce que vous dites, ça révèle une part de votre personnalité. Et ce qui s'est passé devant les étudiants de Lyon est aussi une suite de déclarations qui posent beaucoup de questions, qui posent question sur votre sincérité. D'abord, la première chose, c'est... Sur ma sincérité? Bien sûr, sur votre sincérité. Et quel est donc mon grand crime? Mon grand crime, Madame Routel-Krief, c'est d'avoir une parole libre. C'est cela qui a justifié ce déchaînement médiatique pendant 4 jours. Moi, j'ai aussi une question à vous poser, et je répondrai à la vôtre. Je ne peux qu'être songeur quand je vois le cirque médiatique auquel on a assisté pendant 4 jours. La quasi-totalité des médias en ont fait leur principal, voire unique, sujet de reportage. Même sur votre chaîne. Pendant 4 jours, il n'était plus question du pouvoir d'achat. Il n'y avait plus de débat sur l'essence ou sur les 80 km/h. Plus de reportages sur les fermetures d'écoles en milieu rural. C'était devenu le seul sujet obsessionnel. Eh bien, je pense que quand les Français regardent tout ça, au bout de 4 jours, ils ne peuvent que se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque médiatique? Quelle étrange hiérarchie de priorité. Je voudrais revenir... Laurent Wauquiez, un instant quand même. On ne peut pas prétendre arriver au sommet de l'État comme vous le souhaitez, j'en suis sûre, vous êtes chef de l'opposition, c'est votre rôle, et en même temps se plaindre qu'on ne s'intéresse pas à vous et à votre parole qui compte en toutes circonstances. Bien sûr. Donc c'est logique et normal. Bien sûr, mais permettez-moi de rappeler un exemple qui, en termes de parallèle, ne peut que laisser mal à l'aise. Est-ce que vous vous souvenez des propos
qu'avait tenu Emmanuel Macron quand il était à Mayotte. Et où, en regardant les embarcations de pêche, il avait dit « Oh, ça pêche pas beaucoup, ou alors seulement du comorien », parlant d'êtres humains qui se noient dans des embarcations de fortune. Si moi j'avais dit ça, puisque vous m'interrogez sur mes propos, que de polémiques aurait-on eu? Moi, sur mes propos sur lesquels nous allons venir, j'ai eu droit à 4 jours de défouloir médiatique. Pendant combien de temps a-t-on commenté ces propos d'Emmanuel Macron? À peine une journée. Je vais vous dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Ce que je pense, c'est que le système médiatique a ceux qu'il cible et ceux qu'il protège. Ce que je pense, c'est que la droite a souvent fait l'objet de ces procès médiatiques, que Nicolas Sarkozy a eu à les affronter, que François Fillon les a subis, qu'aujourd'hui, je ne suis pas dupe de ce qui est en train de se passer. J'en suis la cible, et si je suis venu sur votre plateau, c'est pour vous dire que ça ne m'impressionne pas, que ça ne me fera pas reculer, et que ma détermination n'a jamais été aussi forte. Laurent Wauquiez, j'entends cet argument. C'est un argument de forme, c'est un argument qu'on a déjà entendu de la part de François Fillon pendant la campagne. J'ai envie de dire, bon, tout est de la faute des journalistes, mais quand même, n'exagérons rien. On va parler de choses qui sont très précises. Je vais justement qui sont vous parler, sur le fond. On parle pas je vais vous seulement parler de la de quelque chose de précis. Attendez, j'ai quand même une question qui, je pense, tous les Français se la posent. Vous avez dit, est-ce que vous êtes un homme naïf? Parce que vous avez dit, en gros, dans ma vie politique, dès que j'ai plus de 2 personnes autour de moi, il faut toujours que je me dise que tout ce que je dis va sortir. Donc vous le savez que ça va sortir, vous savez, on peut presque se demander si vous ne l'encouragez pas, en quelque sorte. Et puis après, vous êtes choqué que ces propos soient sortis, justement. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Vous me permettez de vous répondre? Oui. Quand quelqu'un est volé, vous vous interrogez pour savoir si la victime était trop naïve ou vous cherchez le voleur. Dans ce qui a été fait, vous êtes en train de me dire que j'aurais péché, que c'est moi-même qui serais une victime consentante? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je pense que j'ai fait une erreur. Oui. Je n'ai pas mesuré le degré de violence et de manipulation auquel certains journalistes étaient prêts à se livrer pour abattre certains politiques. Eh bien, ça ne m'arrivera plus. Je ne sous-estimerai plus cela, parce que j'ai bien compris que rien ne me serait épargné. Et que dans ce travail de démolition que certains ont entrepris, j'étais une cible. Mais enfin, qu'est-ce qu'on me reproche? Quels sont exactement ces grands méfaits que j'ai commis? Quelle est exactement la teneur de ce que j'ai dit qui aurait pu à ce point déranger le système médiatique? La première chose, c'est peut-être que ce n'est pas le système médiatique qui est en cause aujourd'hui, c'est votre sincérité, ou en tout cas la question qui se pose quand vous dites sinon, enfin, pas de tweet, pas de post sur les réseaux sociaux, pas de transcription de tout ce que je dis, parce que sinon ça peut tout simplement pas être un espace de liberté. Et ce que je vais vous sortir, ce sera juste le bullshit, c'est-à-dire les foutaises, les conneries, enfin je vous passe les détails de toutes les traductions possibles, que je peux sortir sur un plateau médiatique. C'est pas nous qui vous disons ça. C'est pas nous qui parlons de bullshit sur un plateau médiatique. C'est vous, Laurent Wauquiez. Mais vous savez ce que je crois? C'est vous qui faites le cirque médiatique. Ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui pensent exactement la même chose. Qui ont l'impression qu'il y a beaucoup de politiques qui ne disent rien, qui ne font rien, qui viennent sur un plateau pour séduire celui qui est en face d'eux ou celui qui les interviewe. Oui, c'est vrai, j'ai des défauts. Oui, c'est vrai, je suis sans doute un peu trop direct. Pas assez dissimulateur au goût de certains. Je suis d'un bloc. Mais vous ne pouvez pas me reprocher, pas un seul instant, et vous le savez mieux que personne, de ne pas avoir le même discours, quel que soit l'endroit où je suis. Bien sûr que les mots ne sont pas les mêmes, et je vais y venir. Quand vous êtes en privé, quand vous êtes avec votre famille, ou quand vous êtes dans un cadre professionnel, vous n'utilisez pas les mêmes mots. Mais prenons des exemples précis. On m'a suffisamment reproché ma franchise de parole par le passé. Donc vous la revendiquez aujourd'hui, pour vous c'est un bon argument, aujourd'hui c'est ce que vous dites, j'assume, je suis franc. Mon sujet, Madame Routel-Krief, c'est pas un argument. Mon sujet, c'est mes convictions. Oui, on m'a reproché quand j'avais dénoncé les dérives de l'assistanat.
On m'a reproché d'avoir une parole trop directe. Je n'ai jamais changé. Quand, sur ce plateau même, j'ai dénoncé les dérives d'une immigration qui devenait excessive, on me l'a reproché, je n'ai pas changé. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez été surpris par ce que j'ai dit sur Gérald Darmanin? J'ai dit exactement la même chose depuis 3 semaines. Je suis sans doute seul dans la classe politique à avoir avec constance, dès le début, dit qu'un ministre qui fait l'objet d'une plainte déposée pour une femme pour abus de faiblesse ne peut pas rester au gouvernement. Parce que ça n'est pas une question de justice, c'est une question d'exemplarité. Laurent Je Wauquiez, n'ai pas de double discours. Là-dessus, j'ai une question très précise. Vous êtes très sévère avec Gérald Darmanin dans ce que vous dites devant les étudiants. Vous dites c'est Cahuzac puissance 10, il va tomber. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que vous avez des informations précises? Est-ce que vous avez des dossiers particuliers, des noms, des choses, des situations? Pas seulement des copains, entre guillemets, qui vous l'ont dit. Je n'en ai aucun. Et ça n'est pas pour moi une question de justice. C'est une question d'exemplarité. Quand vous êtes au gouvernement, quand vous êtes un ministre de la République, je pense que les Français trouvent que la classe politique brandit un peu facilement l'argument de la présomption d'innocence pour se protéger. Que eux, quand ils s'écartent du droit chemin une demi-seconde, ils sont immédiatement sanctionnés. Et que par contre, et je l'avais constaté lors de l'affaire Cahuzac, quand la classe politique, elle, est attaquée, tout le monde, parfois même indépendamment des clivages politiques, se drape derrière la présomption d'innocence pour excuser ce qui n'est pas excusable. Ce que je pense est très simple. Je pense que tant que la vérité n'aura pas été établie, il aurait été... Il y a une première plainte qui a été classée sans suite. Pardon, mais si je ne me trompe pas, il y a une plainte déposée par une femme pour abus de faiblesse. Je pense qu'il aurait été digne de la part de Gérald Darmanin de se retirer. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce que j'ai dit devant les étudiants, et on va pouvoir ensemble en débattre sur l'ensemble des thèmes qui ont été abordés, je le redis exactement de la même manière devant vous, sur tous les sujets, Madame Routel-Krief, parce que j'assume. J'assume les propos qui ont été les miens. Je n'utilise évidemment pas les mêmes mots quand je suis dans une enceinte avec 30 étudiants ou quand je suis devant ce plateau devant vous. Mais c'est exactement le même fond. Ce sont exactement les mêmes convictions. Parce que je n'ai pas de double langage. Juste un tout petit mot, le Canard de ce soir dit que autour de Gérald Darmanin, on pense que c'est vous qui seriez peut-être derrière ces plaintes contre lui. Tellement facile. Je le dis très simplement, j'ai lu avant de venir ces quelques extraits. Je n'en ai absolument aucune connaissance. Et je voudrais juste rappeler un point. Laurence Saillet, dont il est mention dans cet article du Canard, était en octobre 2017 une proche de Xavier Bertrand. C'est donc sans doute à lui qu'il faut poser les questions. C'est maintenant, elle est votre porte-parole aujourd'hui. Alors allons-y sur le fond. Puisque vous dites que vous assumez, pas question de démissionner, pas question de présenter vos excuses, je ne me trompe pas. Vous me permettez un petit point là-dessus? Présenter mes excuses. J'ai vu que M. de Rugy voulait que je présente mes excuses aux Français. Mais je n'ai pas insulté les Français. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Moi, dans les propos qui ont été retranscrits, il n'y avait pas la moindre once de mépris ou d'arrogance à l'égard des Français. Emmanuel Macron, lui, s'est fait parfois piéger en parlant d'alcooliques, en parlant d'illettrés, en expliquant que les retraités étaient des privilégiés, en expliquant qu'il y avait les Français qui ne sont rien. Moi, Madame Routel-Krief, dans ce que j'ai dit, il n'y a pas une once de mépris pour les Français. Parce que je défends, et je vais aller jusqu'au bout là-dessus, parce que je défends les classes moyennes. Ouais. Parce que moi, j'ai du respect pour les retraités qui ont travaillé. Laurent Wauquiez, là, vous êtes en train... Attention, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire ce fameux bullshit médiatique, c'est-à-dire un discours politique tout prêt, tout ficelé, alors que là, on est sur le fond et on est sur un certain nombre de choses. Madame Routel-Krief, c'est précisément le fond. Là, vous êtes en train de faire de la pure politique politicienne pour essayer de vous défausser. C'est ce que vous dénonciez. Je vais vous répondre. Qui est-ce que j'ai donc attaqué? Valérie Pécresse, les élus d'Île-de-France vous demandent des excuses. Alain Juppé, je suis sûr qu'il n'est pas très content de ce que vous avez dit. Parlons de Nicolas Sarkozy, dont vous avez dit, on va l'écouter tout de suite, on va écouter cette petite phrase que vous avez dit sur Nicolas Sarkozy, allez-y. Nicolas Sarkozy, il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient au Conseil des ministres. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos, et vérifier ce que chacun de ses ministres disait. Vous voyez ce passage? Oui. C'est le seul que je regrette. Et celui-là, je le regrette vraiment. J'en ai présenté mes excuses à Nicolas Sarkozy. Je l'ai fait pas seulement sur un plan politique,
mais parce qu'au-delà de la politique, j'ai une profonde estime pour la personne. Et c'est pour ça que je lui ai présenté mes excuses. Ce qui vous montre aussi que quand je fais des erreurs, je suis capable de les reconnaître. Mais vous avez inventé cette affaire? Vous l'avez inventée? Pourquoi vous avez dit ça? D'abord, vous savez, c'est très facile de faire ce genre de travail auquel ils se sont livrés, consistant à couper des petits morceaux. 6 heures de cours, 2 fois 3 minutes qui en sont extraites. Alors, revenons à Nicolas Sarkozy. Je redis très simplement ce que j'ai expliqué à ce moment-là. Ça n'était qu'une rumeur. Je n'ai jamais sérieusement pensé que les ministres étaient écoutés en Conseil des ministres. Et c'est pour cela que je regrette cette erreur. Mais, Madame Rottel-Krief, votre passage est éloquent. Vous pourriez interroger M. Macron sur lui, les propos qu'il a tenus contre les Français. La vraie différence aujourd'hui, on est en train de parler de vous. On est en train de parler de vous. Je comprends très bien. C'est une façon, n'esquivons pas. Essayons de continuer à parler de vous. Il y aura d'autres situations dans lesquelles nous parlerons de M. Macron. Il n'y a aucun problème. Et je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées. Mais c'est tellement révélateur pour moi. Toute cette affaire est tellement précieuse pour mettre sous la poussière tout le reste. Et vous le voyez d'ailleurs dans votre comportement. Emmanuel Macron, vous ne l'interrogez pas sur tout ce qui s'est passé. Mais moi, en revanche, quel déchaînement et quel défouloir médiatique. Vous me permettrez au moins le sourire. Je peux sourire aussi de la tactique de la victimisation, il n'y a aucun problème. C'est entre guillemets le jeu. Mais quand même, je veux revenir sur Nicolas Sarkozy. Vous vous êtes excusé, vous réitérez ces excuses de façon publique aujourd'hui. Il y a un côté, peut-être, quand vous parlez comme ça, est-ce que c'est pas dans votre esprit une façon de tourner la page de Nicolas Sarkozy? C'est une forme de, finalement, dans le passé, ce président, mais maintenant c'est moi le patron, c'est plus lui, et puis lui il avait ces pratiques-là, et moi je suis différent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cela chez vous? Vous savez, pourquoi ça me fait sourire? La dernière fois que je suis venu sur ce plateau, vous m'aviez posé la question en me disant « Vous êtes trop dans l'héritage de Nicolas Sarkozy. Vous êtes trop fidèle à ce qu'il est. » Eh bien, je n'ai pas changé. Je pense que bien des domaines qu'il a soulevés, bien des sujets qu'il a portés, restent d'actualité pour la reconstruction de la droite. Vous ne me ferez pas dire l'inverse. Et c'est pour ça d'ailleurs que précisément je regrette les propos que j'ai tenus. La question, c'est quand vous me dites ça, je me dis, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque chose qui sert sur le plateau? Vous comprenez maintenant, il y a ce doute permanent. Madame, et il n'est pas seulement de mon côté journaliste, Madame parce que c'est pas très important les journalistes. Ce sont les Français qui se posent la question. C'est quand vous parlez, mais peut-être qu'on peut poser la question à d'autres hommes politiques, hein, ça je suis d'accord, mais vous avez eu ces termes-là. Et on peut se dire, mais tiens, il était caricaturé, Laurent Wauquiez, parce qu'on disait, ah ben, il dégomme tout le monde, il balance sur tout le monde. En fait, est-ce que c'était vrai? Eh bien, testons. Peut-être c'était vrai. Eh bien, testons. Puisque, au fond, votre pierre de touche, c'est quoi? C'est est-ce que je vais venir ici, en faisant des acrobaties et des contorsions, pour vous expliquer l'inverse de ce qui a été retranscrit des propos que j'avais dit aux élèves? Eh bien, je vais faire exactement l'inverse. Je viens sur ce plateau ici pour vous montrer que je suis parfaitement capable d'assumer la totalité des propos que j'ai tenus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, j'ai dit aux élèves lors de ce cours que je considérais qu'il y avait un problème lourd sur le financement des syndicats en France. Je maintiens ce que j'ai dit. J'ai dit aux élèves que je considérais qu'Emmanuel Macron avait construit sa victoire à la présidentielle sur la démolition de François Fillon. Je le maintiens. Oui, j'ai dit lors de cet échange avec les élèves, et je suis très surpris que ce propos ait été si peu commenté, que je pensais que dans les 4 à 5 ans à venir, nous allions connaître de redoutables problèmes de terrorisme parce que le gouvernement ne faisait pas ce qu'il fallait faire sur les djihadistes. Je suis très surpris qu'une de vos premières questions ne soit pas là-dessus et que vous m'interrogiez sur les propos sur telle ou telle politique. Ça dit aussi quelque chose pour moi. Laurent Wauquiez, ces questions-là, on les évoque très régulièrement. Ça, c'est encore du jeu politicien. Si. Mais, vous avez dit que vous alliez répondre à mes questions, alors allons-y. Madame Rottel-Krief, où est le jeu politicien et où est le jeu médiatique? Vous n'avez pas l'impression, au contraire, que précisément ce qui écœure les Français, c'est que tout le jeu médiatique consiste à extraire telle ou telle petite phrase pour surtout ne pas parler de l'essentiel. Alors vous assumez ou vous n'assumez pas? J'assume et je vous l'ai dit très clairement. Très bien. Donc si vous assumez, vous dites que le président que le MEDEF et la CPME, c'est-à-dire les entreprises françaises, veulent encaisser l'argent et dans le fond se fichent des subventions aux entreprises. Ils veulent seulement encaisser l'argent. Ça a beaucoup choqué. On va l'écouter. Bien sûr. Et je vais vous dire ce qui a choqué effectivement. Moi, je les ai reçus et je leur ai dit, je suis extrêmement attaché à l'indépendance des syndicats. Et donc, comme je ne veux surtout pas que vous dépendiez de moi, et ben c'est zéro. Et le pire, si on est très honnête entre nous, c'est que les plus catastrophiques, c'est qui?
c'est le MEDEF et c'est la CGPM. Eux, c'est pire que tout. C'est-à-dire, eux, ils n'en ont rien à foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises, si on augmente le truc. La seule chose qu'ils veulent, c'est encaisser l'argent. Encaisser l'argent, ce soir, évidemment, la CPME qui était ex-GPME, le MEDEF, de chez vous, Auvergne-Rhône-Alpes, National dit sa déception, le mépris pour les représentants des TPE, PME. C'est en ça que je vous disais, est-ce qu'un chef de parti peut dire cela? Mais un politique devrait précisément, au contraire, sortir beaucoup plus souvent de la langue de bois que ce à quoi on assiste régulièrement. Oui, je maintiens, puisque c'était le début de mon propos, retracer l'ensemble de ce que je dis. Oui, je maintiens, comme je l'ai dit, que je considère qu'on a un problème sur le financement des syndicats. Et que quand j'ai découvert, en prenant la tête de ma région, la façon dont parfois certains crédits destinés à des salariés, à des entreprises, étaient détournés pour servir à d'autres fins, de façon parfaitement légale, consistant à financer tel ou tel dispositif du paritarisme. Oui, j'ai été choqué. Oui, quand j'ai demandé un plan d'économie, j'ai eu le support, et je les en remercie, de mon président régional du MEDEF et de mon président régional de la CPME. Mais pas tout le monde. Et y compris dans leurs troupes, ça n'a pas été facile d'expliquer à leurs propres adhérents qu'il allait falloir faire des économies sur leur structure. Oui, je me souviens, il y a 10 ans, quand j'étais ministre de l'Emploi, et que j'ai mené les négociations sur la formation professionnelle, d'avoir parfois le sentiment que certains des interlocuteurs que j'avais en face de moi étaient plus préoccupés par l'avenir des circuits de financement de leur propre structure que de faire une vraie réforme du financement de la formation pour les entreprises et pour les demandeurs d'emploi. Ça vous choque quand je dis ça? Non, pas du tout. C'est très intéressant de l'entendre. Et nous, moi, comme journaliste, mais je pense que les Français aussi, merci de votre honnêteté. Ce qu'ils demandent, c'est que ce soit le même discours partout. Mais et c'est normal. Mais Madame Montel-Krief, voilà. Ça n'est en rien un scoop. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà porté. Alors, est-ce que vous aviez déjà dit... Exactement, avec la même détermination. Est-ce que vous aviez déjà dit, là, comme président du parti de l'opposition, Juppé, il a cramé la caisse. Valérie, qu'est-ce qu'elle dit comme connerie? Bon, d'accord, ce sont pas vos amis politiques aujourd'hui. Ils ont quitté votre... Enfin, Valérie Pécresse n'a pas quitté votre parti et ce soir, ses proches demandent des excuses. Parce qu'en fait, vous avez dit ça sur le fait que lorsqu'elle était ministre des universités, elle a ouvert les écoles de commerce au cagneux, c'est-à-dire au littéraire. Bon. Vous me permettez un brin de sourire quand même? Oui. Si vous avez écouté avec loyauté l'extrait, vous avez vu que c'était uniquement un trait d'humour et que ça n'était absolument rien de plus. L'autre question est plus intéressante. C'est celle sur Alain Juppé. Oui. Et que je maintiens évidemment sur votre plateau. Sur la crédibilité du financement de la transformation de la ville de Bordeaux. Vous dites en fait, il l'a transformée, mais il a augmenté les impôts. Ce qui est particulier, ce que certains remarquent avec ironie, c'est que votre numéro 2, c'est Virginie Calmels. Elle est chargée des questions économiques à Bordeaux. Vous lui avez déjà dit ça? Vous me permettez de répondre? Oui. D'abord, pour moi, la question qui est posée, c'est la question de la constance et de la crédibilité de la droite. Quand on est à droite, et je l'ai dit, je considère qu'on doit lutter contre le gaspillage de l'argent public et ne pas augmenter les impôts. Je m'en suis fait une religion. Dans ma région, on a fait le plus grand plan d'économie, je n'ai augmenté aucun impôt régional. Dans ma ville, à la fin de mon mandat, après avoir fait des économies, j'ai même baissé les impôts. Je considère qu'Alain Juppé est une grande figure politique, qu'il a vécu et porté dans des années importantes notre famille politique, et j'ai pour cela le plus grand respect pour lui. Mais pour moi, il y a un problème. Il a transformé Bordeaux, il l'a révélé, il l'a développé. C'est tout à son honneur. Mais en revanche, quand je vois effectivement l'augmentation des impôts et l'explosion de la dette, je me dis que pour que la droite retrouve sa crédibilité, elle doit s'astreindre à commencer à appliquer dans les responsabilités qui sont les siennes, dans les collectivités locales, le même discours qu'elle tient. Parce que sinon... C'est ce que vous appelez cramer la caisse. Juste pour que pour les Français, on sache, c'est ça. Vous dites, il a cramé la caisse. Quand on augmente les impôts et qu'on augmente la dette, je pense que les Français ont fini par comprendre qui à l'arrivée payait l'addition, c'est eux. Et si vous me le permettez, même si je sais que vous n'aimez pas que j'ose évoquer des critiques là-dessus, c'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Puisqu'il augmente la dépense publique, et il augmente la CSG et les impôts, notamment sur les retraités. Lorsqu'Emmanuel Macron sera à votre place, il y aura les questions, et les questions seront posées, et elles sont posées. Tant mieux. Comment vous pouvez rassembler, après avoir dit des choses comme ça, y compris celles que vous dites peut-être ce soir? Vous êtes patron d'un parti,
est-ce que certains ont pensé quand même, ou ont trouvé que vous étiez assez seul ces 3 derniers jours? On a eu du mal parfois à avoir des gens qui viennent défendre vos positions ou expliquer ce qui s'est passé dans votre tête. On a entendu des gens dire, qu'est-ce qui lui a pris? Vous savez, je ne crois pas qu'on rassemblera en continuant à se livrer à ce petit cirque dans lequel toute la classe politique est enfermée. Vous connaissez mon obsession. Mon obsession, c'est cette politique qui ne dit plus rien, qui ne pense plus rien, qui n'assume plus ses idées au grand jour et qui, à l'arrivée, ne transforme pas le pays. Ce jeu-là, et vous le savez très bien, j'ai refusé de m'y livrer et je ne reconstruirai pas la droite sur ces bases. C'est pour cette raison qu'il est très important que tous ceux qui nous écoutent comprennent que de la même manière que j'ai pu le dire devant des étudiants, je peux exactement dire la même chose devant votre plateau, parce que je n'ai pas de double discours, parce que les convictions pour moi sont les mêmes, et parce que je crois surtout qu'on ne rassemble pas en jetant un voile pudique sur les choses, en faisant semblant qu'on est d'accord sur tout. Je pense qu'il y a besoin d'une droite qui soit énergique, je pense qu'il y a besoin d'une droite qui assume ses idées, et je pense qu'il y a besoin d'une droite qui ne s'excuse pas. Est-ce que vous réagissez bien lorsque Xavier Bertrand dit « mais en fait, il fait du Donald Trump ». Après tout, il dit ce qu'il pense, Donald Trump. Et ça a marché, il a été président. Vous me connaissez un peu. Je ne suis pas impressionné par les chiffons rouges. La droite, pendant très longtemps, a connu ce chiffon rouge du Front National. Où, pour nous empêcher d'aborder les questions de sécurité ou d'immigration, on brandissait l'épouvantail du Front National. Je parlais de Trump, hein, là. Bien sûr. Oui. Maintenant, quand un politique parle un tout petit peu trop fort, on l'accuse de trumpisation. Donald Trump n'est pas un modèle pour moi, en aucun cas un modèle pour moi, mais je ne me laisserai pas impressionner par ce chiffon rouge, ça ne me fait pas bouger. La question aussi, vous avez dans vos déclarations dit le système, aujourd'hui les députés sont des guignols. Alors évidemment les amis des guignols à Lyon, vous êtes de Lyon, ils n'ont pas trop aimé ça au passage. Hein. Et vous avez dit que c'était une dictature, que la France était une dictature. Mais moi ce qui me frappe, c'est que le système politique, l'équilibre des institutions, il n'a pas changé depuis 2-3 quinquennats. Donc en fait, ce que vous dites derrière cela, c'est dans le fond, sous Nicolas Sarkozy, comme sous François Hollande, les députés étaient des guignols. C'est ça que vous dites? C'est intéressant de comprendre ça. Madame Rottel-Krief, d'abord, première chose. Vous avez vu les propos tenus par un certain nombre de députés En Marche. Cette députée qui a expliqué que depuis qu'elle était élue, elle ne pouvait manger que des pâtes. Cette autre députée qui a organisé par son agence de voyage des visites payantes de l'Assemblée nationale. Cette autre députée du Sud qui a expliqué qu'elle était très malheureuse parce que son mari ne pouvait pas s'acheter. On l'a dit beaucoup, on l'a raconté. Eh bien, vous savez ce que je pense. Nous, le système médiatique, on l'a dit et on l'a raconté. Hein. Eh bien, vous savez ce que je pense? Je pense qu'en utilisant le terme de guignol, j'ai été très sobre. Mais maintenant, je voudrais répondre. Ce que je veux dire, c'est que, oui, quand vous étiez député vous-même, vous étiez aussi un guignol, alors c'est ce que ça veut dire. Vous avez vu quand même l'évolution des institutions. Vous avez vu ce président de la République qui met en scène le fait maintenant qu'il signe lui-même les projets de loi, dans un mépris total que j'ai abordé avec les étudiants de la séparation des pouvoirs. Parce que dans ces 6 heures de cours, on a aussi parlé d'Aristote, on a aussi parlé de Montesquieu, on a aussi parlé de Saint-Augustin. C'est vrai que vous êtes major de l'ENA, normal sup, etc. Et c'est vrai que peut-être ça aussi, ça surprend. Quand on voit votre discours, votre langage et vos études, c'est vrai que le décalage... Mais vous savez, moi, ce qui me surprend, c'est que de façon très étonnante, ça, visiblement, ça n'a pas intéressé vos confrères du quotidien, qui n'ont pas repris ces passages-là. Alors, pour le reste, sur les mots parfois très durs que j'ai utilisés, j'ai vu depuis 4 jours défiler sur les plateaux les commentateurs, les politiques parfois, feignant de s'indigner. Madame Rottel-Krief, tous les jours, les mêmes commentateurs et les mêmes politiques déjeunent ensemble et commentent la vie politique. Eh bien, j'espère pour eux que leurs propos... Attendez, j'espère pour eux que leurs propos ne seront pas enregistrés. Ils ne sont pas enregistrés et ils ne sont pas candidats à la présidentielle ou ils ne sont pas chefs de parti. Pardon, mais parce que c'est pas pareil. Alors, si je comprends bien, quand on est chef de parti, il faut qu'on manie la langue de bois, qu'on soit un tartuffe de la politique et que surtout on ne dise rien. Non. Vous avez un mauvais client face à vous. Vous avez un très mauvais client face à vous. Quand on veut aspirer aux plus hautes fonctions, on peut contrôler sa parole et on ne se laisse pas aller à des écarts de langage, peut-être. Et on
contrôle ses nerfs. C'est peut-être la question que se posent vos électeurs, la stature. J'ai entendu une commentatrice qui s'intéresse beaucoup à la vie politique, qui la connaît très bien, et qui a eu une phrase qui a dit « Mais peut-être que Laurent Wauquiez, il n'est pas fini, qu'il est un peu immature. En fait, il a gagné, il a fait une émission politique qui a très bien, où il a été bon, il a gagné des points dans les sondages, il devient connu. Bah, ça y est, il croit qu'il y est arrivé, donc il était devant des jeunes, il a fait le beau, il a fait le coq. C'est ça qui s'est passé ? Vous savez ce que je pense? C'est que oui, j'ai commencé à reconstruire la droite. Oui, on a commencé à regagner les élections. Oui, on est en train de redonner une voix à notre famille politique. Et que du coup, pardonnez-moi de vous répondre quand même, je suis devenu une cible. J'ai compris, vous me l'avez dit. Oui, mais là, mais je vous parle de cet aspect plus psychologique chez vous. Non, mais j'adore la psychologie. Oui, mais je ne viens important. pas sur votre plateau pour faire de la psychologie. Parce que sinon, vous allez me dire que c'est du bullshit médiatique. Mais Sinon, par contre, si vous ne me parlez pas vraiment de vous, si vous ne me dites pas, si vous ne me répondez pas à ma question... Madame Routel-Krief, vous savez, sur cette question, je crois exactement l'inverse de vous. Je crois précisément que les Français en ont soupé de ces politiques qui servent un langage policé, des gentils petits bonbons sucrés qui sont juste destinés à cacher la vérité. J'ai fait un choix qui est tout inverse, qui est celui d'une parole libre, d'une parole claire, parfois trop claire, parfois trop forte au goût de certains. Mais je ne renoncerai pas. Je ne plierai pas l'échine là-dessus et je ne changerai pas parce que je suis convaincu que c'est la seule condition pour que les Français reprennent confiance dans la parole politique, avoir un discours qui soit clair, qui soit net, et dans lequel on ne cherche pas à ménager chacun. Je vois bien que certains pensent que le renouvellement de la politique, c'est tout en même temps, tout emballé dans du papier de soie. Et à l'arrivée, on ne comprend même plus ce qu'on voulait dire. Mon choix, oui, c'est vrai. C'est l'inverse. Ça n'est pas celui-là. C'est celui de la netteté, c'est celui du courage. J'en connais le prix à payer, j'en connais les attaques, mais je suis convaincu que c'est le seul qui redonnera une capacité de dire et de faire aux politiques. Laurent Wauquiez, il y a des gens auprès de Valérie Pécresse, des élus, les Républicains d'Île-de-France, qui sont très touchés, qui sont meurtris. Il y a des gens à Bordeaux qui sont meurtris. Ils vous demandent des excuses. Vous dites ce soir, non, 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 pas question. Mais, Madame Routel-Krief, j'ai été très clair. Ils ont fait une lettre même ce soir. J'ai été très clair là-dessus. S'agissant de Valérie Pécresse, et que cela dissipe tout doute, c'était juste une plaisanterie dans un Sénat qui était privé sans la moindre malveillance. S'agissant d'Alain Juppé, vous pouvez me reposer 20 fois la même question, vous reconnaîtrez ma constance, elle sera toujours la même. J'ai une autre question, justement sur le statut et la stature. Le Quotidien a retrouvé une phrase que vous avez prononcée sur le livre de François Hollande lorsqu'il était sorti. Vous vous souvenez, un président ne devrait pas dire ça. Et vous aviez dit, voilà un président de la République, à l'image de toute une partie de la classe politique, qui tient un discours politiquement correct et qui, en off, reconnaît des évidences. S'il a dit ça, et donc vous parlez du contenu du livre, c'est sans doute qu'il est assez loin du statut de président. S'il a dit ça, c'est sans doute que François Hollande n'était vraiment pas taillé pour ce costume de président. La question de ce soir, elle est plus autour de ça, Laurent Wauquiez. Pardonnez-moi, est-ce qu'on est off ici? Non. D'accord. Non. Est-ce que j'ai tenu... Il n'y a plus de off. Est-ce que j'ai tenu très clairement le même discours? Est-ce que ici, j'ai cherché à me dérober devant vos questions? Ou est-ce que j'ai très clairement assumé la totalité de mes convictions? Je l'ai fait exactement avec la même transparence. Et ce que je voudrais aussi, peut-être pour finir là-dessus, une épreuve, ça n'est jamais facile. Mais on apprend d'une épreuve. Je sors de cette épreuve en étant plus déterminé que jamais à défendre à la fois mes convictions et ma liberté de parole. Et je voudrais ce soir juste poser cette question toute simple aux Français. Est-ce que vous préférez un élu qui a une parole directe, parfois trop? Ou est-ce que vous préférez ces politiques qui ne disent plus rien ou qui ne font plus rien? Je voudrais leur poser cette question. Est-ce que ce soir, ce qui vous préoccupe, ce sont les propos que j'ai pu tenir ou ce que fait le président de la République et la baisse de votre pouvoir d'achat? Je me suis engagé sur un chemin. Sur ce chemin sur lequel je me suis engagé, je ne reculerai pas. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez. Merci à vous de m'avoir invité. D'avoir choisi BFM TV pour vous expliquer et pour réaffirmer ces convictions que vous avez assumées nettement ce soir. Merci à vous. On écoute un extrait de ce que vous venez de dire à l'instant, justement, tout de suite, et on explique, on commente, on décrypte, comme d'habitude sur BFM TV.
ce que j'ai dit devant les étudiants, et on va pouvoir ensemble en débattre sur l'ensemble des thèmes qui ont été abordés, je le redis exactement de la même manière devant vous, sur tous les sujets, Madame Routel-Krief, parce que j'assume. J'assume les propos qui ont été les miens. Je n'utilise évidemment pas les mêmes mots quand je suis dans une enceinte avec 30 étudiants ou quand je suis devant ce plateau devant vous. Mais c'est exactement le même fond. Ce sont exactement les mêmes convictions parce que je n'ai pas de double langage. Moi, dans les propos qui ont été retranscrits, il n'y avait pas la moindre once de mépris ou d'arrogance à l'égard des Français. J'en ai présenté mes excuses à Nicolas Sarkozy. Je l'ai fait pas seulement sur un plan politique, mais parce qu'au-delà de la politique, j'ai une profonde estime pour la personne. Et c'est pour ça que je lui ai présenté mes excuses. Ce qui vous montre aussi que quand je fais des erreurs, je suis capable de les reconnaître. Elle dit,